arriver, aller chez le voisin, etc., éviter les centrales nucléaires, on parle d'actualité un petit peu. Donc c'est vraiment espace dégagé, pas d'espace public, donc en ville c'est interdit. Allez, on part très loin maintenant sur les îles du nord du Bangladesh précisément. Focus à présent sur cette initiative dont s'est intéressé les reporters de France 24. Eh bien, sur place, au nord du Bangladesh, aller chez le médecin, ça peut prendre parfois des heures. Eh bien, on va s'intéresser à cette initiative de 2 jeunes observatrices de France 24 pour venir en aide aux habitants. Sur les îles du nord du Bangladesh, aller chez le médecin peut prendre des heures. Mais heureusement, 2 de nos jeunes observatrices sont là pour aider les habitants. Kohinoor et Amina sont aides médicales. Âgées tout juste de 21 et 19 ans, elles s'occupent à elles deux de près de 300 personnes. Amina nous invite chez elle. Vous êtes chez moi. C'est ici que nous dormons, que nous avons notre équipement pour cuisiner. Et là-bas, c'est l'endroit où je garde les médicaments. Les 2 femmes disposent de médicaments de base permettant de traiter des rhumes et des fièvres. Elles distillent également des conseils en matière de traitement prénatal et d'hygiène menstruelle. Ce sont des serviettes hygiéniques. Vous pouvez en acheter dans les magasins sur le continent, mais beaucoup de femmes sont gênées par la situation et préfèrent donc les obtenir par notre intermédiaire. Les jeunes femmes se rendent chaque jour au domicile de 10 à 15 familles. Les cas les plus graves sont traités lors de la consultation mensuelle organisée sur l'île, mais les urgences posaient un vrai problème, en tout cas jusqu'à récemment. En cas d'urgence, il faut trouver un bateau à louer, puis négocier le prix de la location et enfin traverser la rivière pour se rendre à l'hôpital. Cela prend plus de 4 heures. Mais désormais, les jeunes femmes expliquent qu'il existe sur les Tchors un hôpital disposant de toutes les technologies modernes, à seulement 30 minutes de marche. Ils ont tout, un service obstétrique et gynécologique, un service pédiatrie, un appareil de radiographie, tout. Avec ce travail, les 2 femmes ont obtenu un salaire, un smartphone et jouent maintenant un rôle important dans la vie de l'île. Alors que la plupart des femmes détournent le regard quand un étranger approche, Kohinoor et Amina sont ouvertes et directes. Elles nous emmènent à l'hôpital. L'hôpital Emirates Friendship est géré par l'ONG Bangladesh qui a formé les médecins. Avec sa double coque conçue spécifiquement pour les eaux peu profondes, il navigue entre les Tchors, s'arrêtant plusieurs semaines par endroit pour réaliser des opérations et conduire des campagnes de prévention. Et c'est justement la transition idéale pour passer le relais à nos partenaires de France 24. Il est pratiquement minuit. Merci de nous avoir suivis ce soir sur France Info. Excellente nuit. Paris, soyez les bienvenus sur France 24. Tout de suite à la une de l'actualité, la chute d'Alep qui n'est plus qu'une question de temps. Voilà ce qu'a déclaré le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après 4 semaines de combats acharnés, les rebelles semblent lâcher prise face aux forces loyalistes.
Je n'ai pas été négligente, j'ai agi en conscience. La formule est de Christine Lagarde, l'actuelle patronne du FMI, comparée en ce moment même devant la Cour de la République à Paris. Elle doit rendre des comptes dans le dossier Bernard Tapie, Crédit Lyonnais. Et puis le Ballon d'Or 2016 et un 4e sacre pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais s'est imposé comme une évidence au fil des compétitions. Une ombre tout de même au tableau, l'affaire des Football Leaks. La bataille d'Alep sur le point de s'achever, c'est ce qu'a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces loyales au régime de Damas et leurs alliés avancent très vite. Les derniers quartiers de la ville contrôlés par les rebelles semblent bien sur le point de céder. Mounia Kassem. Des colonnes de fumée dans le ciel d'Alep. Les dernières positions rebelles sont visées par d'intenses bombardements. Le régime de Damas et ses alliés sont déterminés à reprendre le contrôle total de la ville. La chute d'Alep serait imminente. Ils ne contrôlent plus que 10% des quartiers qu'ils tenaient auparavant à Al-Pest. Ils se sont retranchés à l'heure actuelle dans les quartiers d'Al-Soukari, de Oushkol et dans les parcelles de terrain à Salah el-Din, Saif al-Douala et Boustan al-Qasser. La résistance acharnée des insurgés n'aura pas suffi face à l'offensive dévastatrice menée par le régime. Déposer les armes ou mourir, voilà les options qui restent aux rebelles. Les civils, eux, continuent de fuir 10 000 au cours des dernières 24 heures. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 130 000 personnes ont rejoint les secteurs sous contrôle gouvernemental. Grâce à Dieu, nous nous sommes échappés. Nous mourions de faim. Je pouvais à peine bouger à cause de la faim. Les efforts diplomatiques auront été vains. François Hollande évoque un sentiment de révolte. Son ministre des Affaires étrangères dénonce le double discours de la Russie. Une forme de mensonge permanent. D'un côté, on dit on négocie et on va arriver à un cessez-le-feu. Puis de l'autre, on continue la guerre. Et cette guerre, c'est la guerre totale. C'est la volonté de sauver le régime de Bachar el-Assad et de faire tomber Alep. Mais à quel prix? À quel prix humanitaire? Un prix que même les plus jeunes paient. Selon l'UNICEF, tous les enfants d'Alep sont traumatisés par les violences meurtrières. En Turquie, des arrestations massives au sein du HDP. Le parti pro-kurde, 291 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'attentat d'Istanbul de samedi dernier. Les autorités les soupçonnent de liens étroits avec les Faucons de la liberté du Kurdistan, un groupe radical kurde qui avait revendiqué ces attaques. Des attaques qui ont coûté la vie, je vous le rappelle, à 44 personnes. L'Égypte, elle aussi, visée par un attentat ce week-end. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 4 suspects. C'est une église copte de la capitale du Caire qui avait été prise pour cible au moment de l'office. 24 personnes ont été tuées. Leurs funérailles se tenaient ce lundi et c'est un hommage national qui leur a été rendu. Sur le plan diplomatique maintenant, Antonio Guterres a prêté serment. D'ici une quinzaine de jours, il prendra la place de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. Une institution qu'il connaît très bien puisqu'il a occupé le poste de haut-commissaire pour les réfugiés. Dans un discours programme où il a alterné français, anglais et espagnol, le futur secrétaire des Nations Unies a présenté ses projets de réforme pour mieux gérer les conflits mondiaux. On écoute un extrait. Des crises les plus aiguës, en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud et ailleurs, aux disputes de longue date, y compris le conflit israélo-palestinien, il nous faut davantage de médiation, d'arbitrage et de diplomatie créative. Et je suis prête à m'engager personnellement à travers mes bons offices dans la résolution des conflits, mais lorsque cela constitue une plus-value, tout en reconnaissant le rôle de premier plan des États membres. L'actualité en France, c'est ce coup de filet à Nice. Près de 5 mois après la tuerie qui avait coûté la vie à 85 personnes, 10 hommes ont été placés en garde à vue ce matin. Un autre suspect lui était interpellé à Nantes 3 jours plus tôt. Où en est-on exactement dans l'enquête? On fait le point avec Alix Von Pey. Dès le lendemain de l'attentat, les interpellations et mises en examen commencent. D'abord l'ex-femme du tueur,